Plusieurs années après l'apparition du coronavirus, le monde a été touché avec près de 4 millions de décès. Et cette pandémie n'a pas seulement montré notre vulnérabilité par rapport à ce virus-là, mais elle a également montré à quel point les mécanismes psychologiques complexes sont un déterminant majeur pour les décisions qu'on prend en contexte de crise sanitaire. Pourquoi est-ce que certaines personnes ont accepté religieusement de porter des masques? Pourquoi est-ce que malgré toutes les preuves scientifiques qui soutiennent la vaccination, il y a des personnes qui ont décidé de ne pas se faire vacciner? Alors la réponse à ces questions ne réside pas uniquement dans l'irrationalité ou alors l'ignorance, mais elle réside dans le fait que il existe des mécanismes psychologiques complexes que nous devons mieux comprendre, mieux cerner pour être capable de se préparer aux futures crises sanitaires, aux futures pandémies qui vont survenir dans le futur. Aujourd'hui, les amis, on parle d'un sujet très intéressant. On parle aujourd'hui de ce qu'on appelle les Crazy Trace Theory. En français, c'est la théorie des traces floues et qui montre que, contrairement aux théories déjà connues en ce qui concerne le comportement, la prise de décision en matière de santé, cette théorie-là, qui n'est pas aussi nouvelle que ça, mais qui pourrait mieux expliquer euh, la façon dont on prend les décisions en contexte de crise, qu'on appelle les décisions risquées. On va essayer de voir cela dans cette vidéo et pour cela, on va évoquer en 4 points principaux. Déjà, on va parler en premier lieu de cette théorie traditionnelle en matière de comportement de santé qu'on connaît et on va voir les limites de cette théorie-là, notamment les leçons apprises avec la pandémie à coronavirus. Dans un deuxième plan, on va voir justement ce qu'on appelle le Tracy Chris Theory, la théorie des traces floues. De quoi est-ce qu'il en sort? Comment est-ce qu'on peut le comprendre et comment est-ce qu'on peut l'appliquer en santé publique? Dans un troisième plan, on va voir l'application pratique de cette théorie des traces floues-là. Et pour finir, on va voir la désinformation, quel est le lien avec la désinformation et quelles peuvent être les applications pratiques en matière de santé publique. Donc si ce sujet vous intéresse, je vous invite déjà à vous abonner, à liker la vidéo avant qu'on ne puisse continuer. Déjà, je profite pour souhaiter la bienvenue à ceux qui nous retrouvent pour la première fois dans notre chaîne YouTube. Enchanté, ici on parle de l'actualité sanitaire, on parle des concepts de santé, de la recherche en santé. Bref, on parle de tout ce qui peut te permettre d'apprendre davantage sur la santé publique. Moi, je suis Russell Loussa, je suis spécialiste en santé publique. Et voilà, donc je t'encourage donc à t'abonner, que tu sois étudiant, professionnel de santé publique. Je t'encourage à t'abonner, à partager la vidéo si elle t'intéresse, afin de d'agrandir de plus en plus notre communauté. Merci déjà à ceux qui s'abonnent, c'est très apprécié. Voilà, n'hésitez pas également à liker la vidéo. Alors, comme je vous l'ai dit en première partie, on va essayer de voir les théories traditionnelles en matière de santé publique et qui ont souvent été mises en application justement pendant la pandémie à coronavirus. Ce sont les théories qu'on appelle les théories classiques, ok, en matière de décision, de prise de décision en santé publique. Et je pense que vous connaissez ces théories-là si si vous faites dans la santé publique, si vous faites dans la recherche en santé. Il s'agit des théories telles que le Health Belief Model, le système, la théorie du système de croyance, le modèle de croyance en santé. On parle par exemple de la théorie de l'action raisonnée. On parle par exemple de la théorie du comportement planifié, qui sont en fait des théories qui reposent sur un postulat fondamental, c'est que les individus vont prendre des décisions rationnelles en fonction de leur connaissance, en fonction de leur perception des risques, en fonction des bénéfices qu'ils pourraient avoir lorsqu'ils vont prendre ces décisions-là, en fonction de leur capacité d'action. Donc cette théorie-là évoque le fait que plus je suis en connaissance du risque, plus je suis en connaissance des bénéfices, ok, je vais prendre des décisions en fonction de ça. Donc, et ces décisions-là pourront être rationnelles basées donc sur ces éléments que je vous ai évoqués là. Ça, c'est, on va dire, des éléments qui sont évoqués par les théories traditionnelles en matière voilà, de comportement en santé. Ce sont des théories, ok, lorsque vous faites
vous travaillez sur des sujets qui portent sur la prise de comportement, comment est-ce que les gens font pour décider de se faire vacciner ou pas, comment est-ce que les gens font pour décider de porter le masque pour se protéger contre voilà, une contamination, comment est-ce que les gens font pour décider de se laver les mains pour prévenir par exemple le choléra. Donc toutes ces théories-là, ce sont des théories justement qui étaient évoquées jusque-là, voilà, pour expliquer pourquoi est-ce qu'on prend une décision en matière de santé ou pas. Donc c'est ces modèles-là qui expliquent que euh, on va fournir des informations précises par rapport à la vulnérabilité personnelle, ok, par rapport à l'efficacité par exemple des vaccins. Et en principe, ça devrait augmenter, on va dire, le taux de vaccination, les comportements appropriés. Donc, mais je pense que vous pouvez vous rendre compte que la réalité est tout autre. C'est justement que malgré qu'il y a des corrélations qui existent, ok, on se rend compte que les interventions sont justement contradictoires, c'est-à-dire que il y a une efficacité limitée par rapport à cette théorie-là. Et ça, je peux vous renvoyer sur en fait, l'article que nous évoquons, que j'utilise pour faire cette vidéo évoque justement une recherche qui a été faite en 2021 par Thomas et Al et qui montre que, contrairement à ce que les gens pensent, les personnes qui ont une meilleure capacité réflexive ou cognitive ont de moins en moins de susceptibilité d'adopter des comportements favorables à la santé, c'est-à-dire des comportements de réduction, par exemple, de risque. Donc, on s'est rendu compte pendant la COVID, par exemple, que même lorsqu'on partageait des informations par rapport aux bénéfices de la vaccination, aux bénéfices du port du masque, aux bénéfices de toutes ces mesures de protection individuelle, malgré qu'on partageait ces informations par rapport à ces bénéfices-là, malgré qu'on agissait sur la perception du risque, les personnes étaient de moins en moins susceptibles d'adopter des comportements favorables à la santé. Donc, juste pour vous montrer à quel point est-ce que cette théorie-là que je viens de vous citer, l'action raisonnée, le système de croyance en santé, le comportement planifié, ces théories-là ont rencontré plusieurs limites justement pendant la pandémie à coronavirus. Et cela montre justement que il y a des limites, okay, par rapport à l'applicabilité de cette théorie-là pour les différentes crises sanitaires. Et je vous parle de ça en premier point pour justement passer directement au deuxième point où on va parler justement de ce qu'on appelle la théorie des traces floues. La théorie des traces floues, de Fuzzy Trace Theory. De quoi est-ce qu'il en est? La théorie des traces floues, c'est une théorie qui stipule que notre mémoire va enregistrer les informations sous deux formes. Il y a la forme verbatim, c'est-à-dire les informations précises, c'est-à-dire les chiffres, les informations textuelles telles qu'elles sont formulées. Et il y a également la forme dist. La forme dist est généralement la forme la plus durable dans le temps, c'est-à-dire c'est le message principal qui est retenu par le cerveau et donc c'est celui donc qui est le plus susceptible de, voilà, de revenir plusieurs années après. Donc ça c'est la théorie des traces floues qui propose donc ces deux types de représentation mentale, c'est-à-dire la représentation verbatim qui est une information très précise. Ici on va donner les informations avec les verbatim, on va donner les informations en termes de chiffres exacts, en termes de mots spécifiques. Ici ce sont les informations qui comportent toutes les précisions, mais qui, comme je vous l'ai dit, ne sont pas durables dans le temps parce que vous imaginez bien sûr on vous donne une information avec des chiffres et tout, vous n'allez pas vous rappeler plusieurs années après, ok. Et contrairement à ça, donc il y a la représentation GIST, G-I-S-T, qui elle s'intéresse beaucoup plus au sens essentiel, c'est-à-dire la signification générale, à l'idée générale qui ressort et qui est beaucoup plus durable dans le temps. Donc si je vous donne une information, ici vous allez chercher à comprendre l'idée générale qui est transmise, le résumé, ok, que vous pourrez vous souvenir plusieurs années après, contrairement aux chiffres, contrairement à la formulation textuelle de l'information que je vous ai donnée. Si je prends un exemple très simple, si je vous dis par exemple de façon très simple que la grippe saisonnière a tué par exemple entre 30 000 et 10 000 personnes, alors que en ce qui concerne le Covid-19, on a estimé le taux de mortalité entre 1 et 25%. Vous voyez que
l'aspect verbatim de votre cerveau ici ne va pas retenir les chiffres de façon claire, mais vous allez certainement vous faire intervenir l'aspect giste, c'est-à-dire en vous disant, ok, le coronavirus est beaucoup plus mortel que la grippe. Ok, donc c'est comme ça qu'on comprend ces différentes significations-ci de ce qu'on appelle la théorie des traces floues. Et quel est le mécanisme de décision de ce qu'on appelle cette théorie des traces floues, le Fuzzy Trace Theory? C'est que contrairement aux théories que je viens de vous évoquer, les théories traditionnelles, l'action raisonnée, le comportement planifié, le Health Belief Model, cette théorie prédit et observe beaucoup plus les biais cognitifs, okay, en fonction de l'âge. Okay, on va se rendre compte par exemple que les personnes qui ont un âge avancé, c'est-à-dire les adultes, ont beaucoup plus de susceptibilité d'avoir ce qu'on appelle les biais de cadrage comparé aux personnes plus jeunes. C'est-à-dire les personnes qui sont plus âgées vont s'appuyer beaucoup plus sur ce qu'on appelle la représentation diste que je vous ai donné tout à l'heure. C'est-à-dire que lorsque les personnes qui sont plus âgées vont s'appuyer, leur cerveau va faire intervenir des informations d'ordre général, des informations d'ordre général parce que justement ils ont eu des connaissances dans le passé et ils retiennent beaucoup plus ce qui est d'ordre général et non des chiffres et non des... c'est pas l'aspect verbatim qui ressort de leur compréhension. Donc je pense que je me fais bien comprendre. Donc il y a également, on va dire, dans cette théorie des traces floues, l'aspect qu'on appelle la préférence pour le traitement flou. C'est-à-dire, les individus vont utiliser préférentiellement la représentation, c'est-à-dire, ils vont utiliser la représentation la plus simple, c'est-à-dire la représentation diste. Okay? C'est-à-dire, ce qui va permettre d'accomplir une tâche, c'est cette représentation diste-là, la représentation floue. Okay? C'est une caractéristique, c'est la raison pour laquelle on appelle cela un biais cognitif. Okay? C'est-à-dire que face à une décision, je vais plutôt euh, me baser sur la représentation diste, c'est-à-dire la représentation qui est beaucoup plus floue, qui ne repose pas sur des chiffres, qui ne repose pas sur voilà, de la verbatim que mon cerveau n'a pas retenu. Donc, je pense que je me fais bien comprendre. On va voir pourquoi est-ce que vous allez voir pourquoi est-ce qu'on évoque cette théorie là et donc la distinction entre l'aspect verbatim et l'aspect diste. Je pense que vous avez bien compris avec moi la différence qu'il y a donc et la définition claire de cette théorie des traces floues. Alors, donc, les applications pratiques dans cette théorie, notamment en ce qui concerne le développement, voilà, la façon dont on se perçoit ces, ces risques-là dans notre cerveau, c'est justement en ce qui concerne ce qu'on va appeler le concept du statu quo. Ça, c'est un élément qui est évoqué dans cette théorie des traces floues. C'est le fait que dans les décisions de prévention, les individus vont percevoir souvent leur statu quo, leur état initial, leur état actuel comme correct. C'est-à-dire que les activités, par exemple, de vaccination vont à ce moment-là être considérées plutôt comme des activités à risque. On va se dire, ok, pourquoi est-ce que si actuellement je suis en bonne santé, mon état est bien et tout, pourquoi est-ce qu'on va me demander de me vacciner? C'est-à-dire, je vais percevoir cela comme étant un risque et non comme une protection. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y a donc ce gist de statu quo en contexte, par exemple, le Covid, on va se dire, voilà, je vais bien, la vaccination va être perçue comme le fait de passer à bien, à pas bien, ok? On va se dire, si si je suis bien actuellement et que je me vaccine, qu'est-ce qui fait en sorte que donc, il y a, ok? Je pense qu'on se comprend très bien là-dessus, donc. Et il faut donc essayer, ce qu'on va dire, la bonne stratégie pour essayer d'intervenir, c'est de modifier justement le statu quo gist. Okay? C'est-à-dire, on va essayer de se dire, ok, il faut reformuler la situation, c'est-à-dire, je suis en sécurité et non, je suis en risque. Je pense qu'on se comprend, c'est-à-dire, on va quitter de je suis en sécurité de l'état initial à je suis à risque. Donc, c'est-à-dire, dans les stratégies d'intervention, il faut faire comprendre aux personnes qui ne sont pas en sécurité dans l'état initial, c'est-à-dire l'état pré-vaccination, on n'est pas en sécurité, on est plutôt à risque. Parce que euh, la façon dont les gens se perçoivent en se disant je suis en sécurité.
Donc, la vaccination va donc, à ce moment-là, va donc devenir le moyen de quitter de l'état je suis en sécurité, à l'état je suis en risque. Donc, et à ce moment-là, on aura beaucoup plus de personnes qui seront susceptibles donc d'accepter de pratiquer dans voilà, les mesures de prévention intéressantes. Donc, il y a également, lorsqu'on veut comprendre ça, les implications en matière de développement, c'est-à-dire, il faut comprendre que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les personnes beaucoup plus âgées, ce sont des personnes qui sont beaucoup plus susceptibles d'avoir ces biais de cadrage, c'est-à-dire justement parce que ils sont affectés par l'aspect diste. Et donc, il faut, contrairement aux théories, par exemple, à double système, qui prédisent une incapacité développementale. Okay, par exemple, pour ceux qui sont susceptibles d'adopter des comportements à risque, il y a beaucoup plus avec la théorie des traces floues, une façon de voir que, ok, on va adopter des comportements favorables, protecteurs pour les jeunes, c'est-à-dire on va décider, par exemple, de mettre en place le développement du bon GIST, c'est-à-dire la compréhension, par exemple, des enjeux essentiels, okay, au lieu d'entrer dans des chiffres, dans des explications beaucoup plus profondes. On va essayer de voir comment est-ce que on va, chez les jeunes, okay, ce sont des attitudes protectrices qu'il faut avoir, c'est-à-dire on va essayer de développer le bon guide en mentionnant chez les jeunes la compréhension des enjeux essentiels, parce que c'est ce que le cerveau retient. En deuxième point, on peut voir les valeurs pro-sociales fortes, c'est-à-dire on va se dire par exemple protection des proches et de la communauté, protection de l'entourage, protection de sa famille, ce genre de valeurs pro-sociales qui sont beaucoup plus fortes. Également développer le sentiment d'appartenance communautaire. Okay? Et chez les jeunes également, il faut une formation complète sur les mécanismes de transmission de la maladie, ce qui permet de faire en sorte que on puisse facilement, chez les jeunes donc, qui sont les moins susceptibles d'être touchés par ces biais-là, faire en sorte qu'on puisse justement ramener ce style de ces mécanismes de prévention à ces interventions visant donc à susciter le bon guiste chez les personnes en bas âge. Alors, on va entamer la dernière partie de cette vidéo. On va voir l'impact sur la désinformation, notamment avec cette théorie des traces floues. Ce qu'il faut déjà dire, lorsqu'on regarde cet article sur lequel je me base pour faire cette vidéo, c'est que les messages qui expriment un gist, okay, c'est-à-dire le sens essentiel des informations, sont les plus susceptibles d'être partagés. C'est-à-dire que, indépendamment de leur véracité, on va partager des informations qui expriment un sens général. C'est-à-dire, il y a une recherche, par exemple, de Broniotozis et al. Qui montre que, après avoir analysé 9845 tweets sur la vaccination, les tweets qui expriment le GIST, les vaccins causent l'autisme, sont les plus susceptibles de devenir viraux. Okay? Parce que justement, le facteur prédictif plus fort que la présence d'images et d'autres éléments visuels. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des images, lorsqu'il y a des éléments visuels, ça montre, ça augmente les chances du message d'être partagé. Donc, vous voyez, ce sont des tactiques également qui sont utilisées pour la désinformation lors des stratégies de santé, lors des, euh, lors des manipulations, lors des interventions. Ce sont des manipulations qui sont mises en place. Et quelles peuvent être les limites des approches de fact-checking en ce qui concerne cet aspect justement de désinformation? C'est que lorsque vous faites des corrections factuelles, c'est-à-dire de corriger les chiffres qui ont été utilisés, de corriger les faits, c'est vrai, ça augmente la véracité, mais ça n'influence pas sur les attitudes et les comportements globaux. C'est-à-dire que les attitudes et les comportements globaux dépendent, comme je vous l'ai dit, beaucoup plus du GIST. Mais si une des informations se concerne dans le GIST, c'est beaucoup plus difficile euh, de jouer là-dessus. Ça, il y a un exemple concret qui est utilisé justement dans l'article, c'est l'étude masquée danoise sur l'efficacité des masques. Okay? Il y a un énoncé techniquement correct qui dit par exemple la recommandation de porter les masques chirurgicaux en plus d'autres mesures de santé publique n'a pas réduit le taux d'infection SARS-CoV-2 chez les porteurs. Alors, il y a une interprétation erronée qui est amplifiée, c'est que les masques ne fonctionnent pas. Okay? Pourtant, le mécanisme, ce sont des faits isolés présenté hors contexte. C'est le mécanisme qui a été utilisé pour cela. Donc,
Vous voyez donc que ça peut montrer certaines approches, on va dire, certaines limites des approches de fact-checking traditionnelles qui s'intéressent beaucoup plus à corriger, à débunker. Okay? Donc les stratégies efficaces de communication ici, ce sont des recommandations basées donc, sur la théorie des traces floues, c'est-à-dire communiquer les guides essentiels et non communiquer les chiffres. C'est-à-dire il faut faire des messages qui expliquent le pourquoi et non le quoi. Pourquoi est-ce qu'il faut se protéger contre le Covid? Pourquoi est-ce qu'il faut se protéger, se laver les mains? Pourquoi est-ce qu'il faut euh, porter les masques? Et il faut également connecter les messages aux valeurs fondamentales, c'est-à-dire relier les informations sanitaires aux valeurs partagées par des personnes. Il faut partager des sources fiables et de simplicité, c'est-à-dire mettre en place des messages condensés, des messages significatifs sur les sources de confiance. Il faut faire ce qu'on appelle la prévention anticipée, c'est-à-dire le pre-banking avec des messages basés sur le GIST avant même l'exposition à la désinformation. Ce sont des aspects importants qu'il faut développer également en matière de recherche. Maintenant, les recommandations en matière de politique de santé publique. Il y a les principes de communication efficace qu'il faudrait utiliser, c'est-à-dire faire une architecture des messages suivant l'approche euh, de la théorie des traces floues, c'est-à-dire il faut mettre un dual du focus verbatim GIST, c'est-à-dire inclure les faits précis nécessaires uniquement. Ceux qui ne sont pas nécessaires, il ne faudrait pas les inclure dans les messages. Il faut expliquer le sens essentiel et les implications pratiques en matière de santé publique. En deuxième point, c'est beaucoup plus la connexion aux valeurs. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut identifier les valeurs fondamentales du public cible auquel les messages s'adressent et orienter ces messages-là à ces personnes-là. Il faut considérer le statu quo perçu, okay? C'est-à-dire évaluer comment les personnes perçoivent leur situation actuelle. Okay? Est-ce qu'ils se perçoivent à risque ou en sécurité? S'ils se perçoivent en sécurité, il faudrait montrer qu'ils sont en fait à risque. Okay? Et adapter dans le cadrage des interventions en conséquence. Donc, les stratégies spécifiques par population, ça également, c'est des aspects à considérer. On met en place une stratégie en fonction de la population. Si on a affaire, par exemple, aux adolescents et aux jeunes adultes, il faut mettre de l'emphase sur les valeurs prosociales, les valeurs de protection communautaire. Il faut former sur les mécanismes de transmission, c'est-à-dire le GIST scientifique. Il faut renforcer le sentiment d'appartenance et de responsabilité collective chez les jeunes en leur faisant comprendre qu'en fait c'est eux qui sont l'avenir de demain. Et donc montrer leur importance. En ce qui concerne les populations à forte littératie scientifique, il faut faire attention au processus de rationalisation motivée parce que les personnes qui ont une littératie scientifique, ils ont beaucoup plus de capacité à de remettre en question certaines choses. Donc il faudrait que les messages contre les biais de confirmation sophistiqués, il faudrait mettre de l'emphase sur l'incertitude épistémique par rapport à la désinformation. En ce qui concerne la communication de masse, il faut donner de la priorité par exemple aux messages qui vont véhiculer un guide clair et actionnable. Okay? Clair et actionnable parce que c'est ça qui est beaucoup plus retenu. Anticiper les interprétations erronées potentielles lorsqu'on élabore les messages. Utiliser les narratifs cohérents qui vont relier les faits à leur implication. Donc, pour la préparation des futures pandémies, il faut investir à long terme dans la capacité décisionnelle, l'éducation préventive, les infrastructures communicationnelles. Il faut des systèmes qui soient capables de diffuser rapidement des messages GIST-based recent, c'est-à-dire justement basés sur le GIST et qui sont cohérents. Il faut mettre en place un système de recherche continue en ce qui concerne les mécanismes psychologiques en contexte de crise sanitaire. Parce que je pense que si vous avez vécu la pandémie à coronavirus, vous vous êtes rendu compte à quel point est-ce que on est véritablement dans tous les sens, on va dans tous les sens lorsqu'il y a une crise de santé. C'est absolument des éléments sur lesquels il faut investir davantage notre recherche en santé publique. Voilà les amis, la vidéo a déjà pris assez de temps. Je pense que cette vidéo vous a intéressé. Si vous vous intéressez à la communication de crise et engagement communautaire, je pense que cette théorie devrait vous intéresser également. Voilà, nous on se dit, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager si elle vous a intéressé. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Stay tuned. Sentez-vous bien.